Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour une vidéo spéciale équipe en forme en NBA. Je vais me baser sur le classement de l'année dernière et sur le classement actuel, conférence Ouest et conférence Est confondues, donc de la position 1 à 30, on a des équipes et on regarde ce que ça donnait l'an dernier à la fin de la saison dans les positions 1 à 30, quelles sont les équipes qui ont gagné le plus de places pour l'instant, je parle après une vingtaine de matchs en NBA. Et je vais commencer par une mention honorable parce que c'est une équipe qui a progressé de 8 places, les Detroit Pistons, qui au lieu de jouer les records historiques de faiblesse, se battent pour le play-in à l'Est. Ils sont actuellement 11e. L'an dernier, ils n'avaient que 14 victoires et ils en sont déjà à 9 victoires sur 24 matchs joués, ce qui est quand même plutôt bien pour cette équipe. Emmené par Cade Cunningham avec 23,7 points par match, un joueur très complet au poste de meneur, qui est épaulé par Tobias Harris, arrivé récemment. Tobias Harris qui faisait ses armes à notamment Philadelphie dans un rôle de 3e, 4e option, et là qui est donc un joueur important dans ce collectif. Le deuxième meilleur marqueur, c'est un ancien joueur donc, de cette équipe des Pistons, mais qui est encore très jeune, Jaden Ivey, avec 17 points. 16 points pour Malik Beasley aussi, c'est pour moi une surprise, un joueur qui était très bon dans un rôle de shooter, mais en complément, on va dire, des stars, notamment à Milwaukee. Et là, dans un contexte peut-être un peu moins concurrentiel, même s'il y a pas mal de jeunes dans cette équipe. Donc voilà, pour faire vite, bravo aux Pistons. Ils sont sur la bonne voie. Et on va commencer donc le top 5 par l'équipe en numéro 5. L'équipe de Victor de San Antonio, les Spurs, sont sur une dynamique progressive, de progrès par rapport à l'an dernier. Ils étaient 26e à la fin de la saison dernière, donc, autrement dit, ils avaient beaucoup d'équipes au-dessus d'eux. Là, ils sont 17e. Ils ont progressé. Ils sont pour l'instant un bilan même positif de 11 victoires, 10 défaites au moment où je vous parle. Donc 5e de la meilleure progression par rapport à l'année dernière. C'est dû à quoi? Alors c'est bien sûr le statut de Victor Wembanyama qui va s'affirmer comme un All-Star, je pense, indiscutable en cette saison 2, alors que l'an dernier, il n'a pas réussi ce pari, on va dire, d'être All-Star dès sa première saison, mais il est beaucoup mieux entouré. Chris Paul, dont parlait l'équipe des First Team récemment, Chris Paul il a beaucoup apporté en termes de playmaking, de vision du jeu, d'expérience, donc c'est super positif. Et puis un vétéran comme Harrison Barnes qui a été élu joueur de la semaine pour la première fois de sa carrière, c'est quand même assez dingue. Ça montre qu'il y a un collectif à San Antonio qui est en train de se créer, de l'expérience, et aussi la jeunesse de Stephen Castle qui a su faire, je pense, à peu près oublier Devin Vassell qui revient de blessure tout récemment. Donc voilà, c'est une équipe qui va avoir encore des hauts et des bas, mais en tout cas, elle est bien plus en place que l'an dernier. Et souvenons-nous l'expérience très bizarre de mettre Jeremy Swan, qui est plutôt un poste 4, poste de meneur l'an dernier. Ça allait beaucoup mieux avec Trey Jones, un honnête meneur qui est toujours dans l'effectif. Donc voilà, bravo les Spurs, et il faut que ça continue comme ça. En quatrième position de la plus belle progression pour une équipe, j'en ai deux. C'est le Orlando Magic et les Atlanta Hawks. Deux équipes qui m'intéressent pour différentes raisons. Moi, déjà parce que le Orlando Magic a un joueur certes blessé actuellement, mais qui a cartonné dès le début de la saison, Paolo Banchero. En relais, il y a eu un excellent Franz Wagner qui pourrait gagner peut-être une étoile de All-Star s'il continue, surtout que le Magic était 14e l'an dernier à l'issue de la saison régulière. On sait qu'ils se sont fait sortir au 7e match contre les Cavs. Et là, ils sont 4e de toute la NBA, donc ce qui est quand même énorme, avec donc une progression de 10 places depuis l'année dernière. 47 victoires l'an dernier, ça serait sans doute donc plus cette année. Et bon, on est parti sur une saison assez historique, avec beaucoup de victoires à domicile. Un groupe qui s'étoffe, qui a peu changé et qui compte maintenant Kentavious Caldwell-Pope qui entre tout doucement dans sa saison également. Sous les panneaux, on a 4 joueurs même. Goga Bitadze,
qui est capable d'être tantôt en bout de banc, tantôt titulaire, et plutôt mobile et bon preneur de rebond. Wendell Carter Jr. qui fait son travail, même s'il n'est pas étincelant. Moi j'aime beaucoup le travail et l'abattage de Mo Wagner qui joue dur, qui est intense et qui apporte vraiment cet esprit conquérant en sortant de banc. Et puis Jonathan Isaac, donc un super défenseur, dur sur l'homme. J'ai vu le résumé d'hier. Bon bah voilà, les défenseurs le défenseur qu'il est dissuade et met des gros contres à ceux qui veulent s'aventurer près du cercle. Bref, bravo le Magic. Et les Hawks, bien, quant à eux, sont à 11e de NBA contre 21e l'an dernier. Et l'an dernier, ils n'avaient pas gagné beaucoup de matchs. Ils étaient à 36 victoires, 46 défaites. Cette année, ils en sont où? Ils en sont à 12 victoires déjà, 11 défaites, donc un tiers déjà de leur victoire de l'année dernière. C'est pour moi une équipe très intéressante et qui va, à mon avis, monter en puissance parce que déjà Cocorico, notre first pick, Zachary Rizaché, s'acclimate très bien à la NBA sans être le joueur indispensable de l'équipe. Il est un joueur précieux, il est un joueur titulaire et en même temps, le numéro 3, DeAndre Hunter, qui avait quand même beaucoup de mal à performer les années précédentes, à être constant, régulier. Là, il cartonne en sortie de banc. Donc, rien que sur ce poste 3, c'est une énorme plus-value pour les Hawks. En plus, Jalen Johnson, lui aussi, prend vraiment une allure de All-Star qui peut être un jour. Le jeu est distribué par Trae Young, qui n'est pas obligé de mettre des 30 points chaque match, mais il a distribué jusqu'à 22 passes, je crois, récemment. Donc, il fait tourner le jeu. Et puis, il y a le défenseur de la semaine, non, le défenseur du mois de la conférence Est, Dyson Daniels. C'est une nouvelle distinction, comme ça, qui est arrivée un peu par surprise par la NBA. Mais c'est bien, ça montre aussi qu'il y a deux côtés du terrain. Je trouve que c'est important quand on parle des distinctions, notamment le MVP. Donc bravo aux Hawks qui progressent et qui sont donc dans la 4e meilleure progression, la meilleure dynamique de la NBA avec le Magic. Je lève mon verre aux Cleveland Cavaliers qui sont la 3e meilleure progression cette année et même ça aurait pu être mieux parce qu'ils ont connu après une période d'invincibilité vraiment longue, je crois 16 matchs sans défaite. Ils ont connu un petit coup de froid là maintenant, mais on est quand même à... donc passer de 11e de NBA à 1er, tout simplement. Voilà, meilleur bilan de toute la NBA. Pas mal les Cavs. Combien ils ont de victoires? Ils en sont à 19 victoires, 3 défaites. Franchement, je pense que c'était inespéré. On a un coach, Kenny Atkinson, qui a joué en France, qui a été assistant de Vincent Collet pour les JO et qui je pense, se trouve à merveille avec ce collectif. Et il insuffle un jeu... plus équilibré, avec certes une doublette arrière extraordinaire avec Donovan Mitchell en franchise player, Darius Garland en lieutenant, mais il y a des lieutenants aussi très sérieux et des soldats avec Mobley et Allen dessous, plus des spécialistes qui vous étouffent en défense comme Isaac Okoro toujours présent, donc il se fait une place en NBA par rapport à ce potentiel qu'on avait vu en lui. Et puis il y a des joueurs, je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo spéciale sur les Cavs, des joueurs comme Ty Jerome par exemple. Je cherchais son prénom parce que il n'est pas si connu que ça et qui est un très bon meneur remplaçant. Sam Merrill qui moi me fait penser un petit peu à Sam Hauser chez les Celtics, donc shooter très précis. Caris LeVert aussi qui est très très précieux et quand il est sur le terrain, voilà, on sent qu'il est polyvalent, il apporte beaucoup sur différents plans du jeu. Donc, bravo aux Cavs qui méritent vraiment qu'on parle peut-être un peu plus d'eux. Il y a des équipes certes beaucoup plus médiatiques et avec des joueurs au nom plus ronflant, mais il faut souligner quand même le travail et la bonne qualité basketballistique des Cavs. La deuxième meilleure progression en NBA par rapport à l'année dernière, ce sont les Rockets de Houston qui sont actuellement 5e de NBA contre 19e l'an dernier.
Ils n'ont pas fait les playoffs, hein, ils ont été un peu à la lutte avec Golden State notamment pour le dernier strapontin en play-in. Et là, donc, ça fait un différentiel de plus 14 en termes de place par rapport à l'an dernier. Ils ont remporté pour l'instant les Rockets 15 victoires pour 7 défaites. Donc c'est assez sérieux en termes de ratio, ça leur assure presque déjà un bilan positif. Et il faudra bien ça pour être dans la course au playoff, hein. Je ne dis pas qu'ils vont se maintenir à ce très haut niveau longtemps, mais c'est une équipe qui se construit depuis plusieurs années avec beaucoup de joueurs de valeur. Là, qui vient de récupérer Cam Whitmore, un scoreur assez efficace et jeune sur le banc. Reed Sheppard joue peu, le numéro 2 de la draft, non 3 pardon, qui a été choisi par Houston, devant Stephen Castle d'ailleurs. Qui aurait pu être quand on pense à la défense de Houston, il aurait pu être très intéressant, mais ça c'est une autre histoire. Fred VanVleet qui là a fait un petit 38 points, qui je trouve prend ses marques. Je pense que c'était peut-être pas facile pour lui l'an dernier d'être aussi brillant qu'à Toronto où il avait un niveau quasi All-Star. Là il joue les vétérans capables de scorer mais pas que. Et puis il y a toujours Jalen Green qui est un gros scoreur. Alperen Şengün, le turc qui assure beaucoup sous les panneaux. Dylan Brooks qui joue son rôle de défenseur troublion, capable aussi de tirer un petit peu de temps en temps bien à 3 points. Bref, voilà, une équipe qui est cohérente, construite, qui donne de l'intensité, qui use ses adversaires et qui est une des meilleures défenses. Alors, j'ai pas les stats détaillées, mais de mémoire, très bonne équipe au rebond, en points encaissés. Donc, voilà, c'est pas étonnant. C'est vraiment dans le prolongement de l'année dernière, mais avec un gros coup de boost. De là à atteindre la stratosphère, on verra, mais les Rockets sont très bien partis. Et la plus grosse progression de l'année, ce sont les Memphis Grizzlies, emmenés par Ja Morant de retour. Un Ja Morant plus collectif qui récemment a déclaré que le dunk pour lui finalement c'était pas fini, mais en tout cas c'était plus une priorité. Ça fait que mal, il s'est rendu compte de ça un petit peu, de décoller jusqu'au plafond et de retomber à chaque fois, ça peut engendrer des blessures. Donc on a un Ja Morant doublement sage. En dehors des terrains a priori et maintenant un peu plus sur le terrain. Il est plus collectif, enfin il distribue plus de passes que précédemment. Et puis les Grizzlies l'an dernier ils ont été vraiment décimés par les blessures. Ça a été une saison à oublier, qui a amené à drafter assez haut donc Zach Edey, un géant canadien qui est pourtant pas on va dire un joueur qui change peut-être le destin d'une équipe, mais qui apporte de la présence intérieure. On a récupéré Brandon Clark, Jaren Jackson Jr. Est plutôt en forme. Desmond Bane aussi, que je trouvais un peu éteint, commence à retrouver des couleurs. Et puis il y a Wells, un jeune rookie qui est dans le top 3 des meilleurs rookies de la NBA. Donc ce cocktail, il fonctionne super bien. Les Grizzlies sont passés de la 24e 24e rang de la NBA au 8e rang, donc un plus 16 entre la fin de la saison dernière au total et pour l'instant le classement au moment où je vous parle. Donc les 27 victoires de l'an dernier, on en est déjà à 14. À mon avis, elles vont être largement dépassées. Et c'est une équipe qui se présente, je pense, pour le top 6 en conférence Ouest. Pas facile à manœuvrer, beaucoup d'intensité. Marcus Smart aussi, lui aussi, pour sa deuxième saison à Memphis, commence à mon avis à prendre ses marques. Et puis je n'ai pas cité Santiago Aldama, l'espagnol, Luke Kennard, le shooter à 3 points, très efficace. Donc tous ces joueurs-là font que les Grizzlies sont armés pour faire mal à leurs adversaires. Pour conclure, ce classement il révèle que ce sont déjà des équipes qui sont relativement peu médiatiques par rapport à d'autres, même s'il peut y avoir des joueurs comme Victor Wembanyama qui sortent du lot, mais en tout cas, le point commun que je vois, c'est un bon combo d'expérience et de jeunes prometteurs, de la défense,
un équilibre entre l'attaque et la défense, et puis un collectif bien rodé avec une ligne de jeu qui est claire par rapport à l'année dernière, plus aussi une infirmerie qui n'est pas trop remplie, ça aide évidemment pour faire de belles progressions en NBA. Je vous parle aussi bientôt dans une vidéo des pires évolutions par rapport à l'année dernière. Et là, on va peut-être avoir des gros noms qui vont sortir. Allez, à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!